Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. L'opérateur Flock s'est adossé à son siège, les exo-articulations de ses membres inférieurs s'ajustant doucement. Les modèles météorologiques sont verrouillés jusqu'à la fin du prochain cycle de dérive orbitale, marmonna-t-il, les bras croisés sur la poitrine. 72 heures de calme, pas même une comète errante. En face de lui, l'analyste Junior Jarel claquait la langue. Tu dis ça comme une plainte. Je dis ça comme si je pouvais enfin avoir un cycle de sommeil complet sans alerte, esquissa Flox avec un sourire narquois, ses pupilles bifocales se rétrécissant pour montrer son aisance. Un trait de lumière blanche traversa l'horizon au-dessus des champs de fouilles. Juste une navette, rien d'inhabituel, se dirigeant vers le secteur 3. Les drones atmosphériques s'adaptèrent en conséquence, compensant les ondulations du vent. En contrebas, les plateformes minérales de Tolaric, 4 scintillaient sous les soleils jumeaux, leurs panneaux hexagonaux en alliage bourdonnant tandis qu'ils extrayaient des exoisotopes des couches souterraines. À l'intérieur du centre de contrôle 9, une vibration faible mais constante emplissait l'air, pulsation rythmique d'une planète conçue pour la productivité. Les courtales, qui occupaient les ponts de surveillance, se déplaçaient avec une efficacité silencieuse. Leurs silhouettes allongées, hautes et bipèdes, dotées de plaques de chitine sciant et d'épaisses nageoires crâniennes en flèche, portaient des robes modulaires en fibres synthétiques tissées, marquées de glyphes spécifiques sur les épaules. Pas d'armes, pas d'armure. Ce n'était pas un avant-poste militaire. Une troisième silhouette se tenait au terminal central, le commandant Kurt Van Rek. Contrairement aux autres, la robe de Rek ne portait aucun glyphe spécifique. À la place, son manteau portait une seule bande plate en bronze sur la poitrine, la marque du commandement de l'héritage. Sa posture était posée, les épaules en arrière, la crête soigneusement repliée, le regard scrutant plusieurs hologrammes en silence. À 74 cycles galactiques, il se déplaçait plus lentement que le jeune personnel, mais avec la gravité de quelqu'un ayant déjà survécu à ce que d'autres n'étudiaient qu'en théorie. Il n'y a pas de zone plus sûre à 3 parsecs, dit Jorel en désignant l'hologramme spatial neutre de la région. Pas de journaux de patrouille, pas d'anomalies signalées, pas de conflits signalés depuis, 5 ans. Sept, corrigea doucement Rek. Le dernier incident concernait la cellule de contrebande du Vosh près du secteur de Garn, démantelée par des drones du protectorat en moins de 2 heures. Flock ricana. Quel genre de pirate pénètre dans une zone sous protection directe du protectorat? Même les pirates écailles le savent. Jarek pencha légèrement la tête, les mandibules crispées. Honnêtement, c'est surprenant que le protectorat garde un œil sur cet endroit. La moitié des IA de navigation nous ignore par défaut. On n'est qu'une note de bas de page sur leur carte stratégique. On n'est qu'une note de bas de page sur leur carte stratégique. Rek leva les yeux en voyant ça. Même les notes de bas de page comptent, Jorel. Parfois plus que des secteurs entiers. Avant que l'humeur ne revienne, un carillon retentit sur le pont de contrôle. Brusque, pas habituel. Tous trois se figèrent. Le capteur 4 a détecté un cisaillement gravitationnel, dit Jorel. Sa voix baissa, sèche et alerte. Faux drapeau, proposa Flock, déjà en mouvement vers le pilier central. Équipement orbital, les doigts de Jorel dansèrent sur la console. Boucle de vérification en cours, un autre carillon, plus fort. Un autre carillon, plus fort. Le capteur 6 confirme. Il cligna des yeux. Non. 7-2. Rex se déplaça sans parler, pénétrant dans le cercle de commandement. Sa main planait au-dessus du champ holographique tactique qui effectuait un balayage à large bande. Dans la faible lueur de la projection, une vague de marqueurs cramoisis s'épanouit près de la limite du système. Une vague de marqueurs cramoisis s'est répandue près de la limite du système. De multiples signatures massives entrent à portée du système, dit Jorel, la voix plus forte. Transpondeur non aligné. La formation semble décalée. Ce n'est pas une caravane marchande. Volée. Superposition de signatures. Relevez les traces d'identité. Déjà sur place. Sa voix baissa. Oh non, commandant. C'est l'alliance dissidente. Les codes d'identification correspondent au profil des pillards de la faille d'Haroun et du corridor d'Ask. Jarel serra la gorge, incrédule. C'est impossible. Personne n'attaque ici. Un lourd silence s'abattit sur le pont.
Personne n'a attaqué, dit Rek. Jusqu'à maintenant, il se dirigea vers le terminal d'urgence et déclencha le canal du protectorat. Ici le commandant Kurvan, Rek, Talarik 4, noyau de contrôle 9. Des vaisseaux de combat non alignés pénètrent dans le système. Observation répétée et confirmée d'une flotte dissidente de l'Alliance demandant un soutien immédiat. La réponse arrive 60 secondes plus tard. Pas de fanfare. Pas de saut. Unité d'intervention humaine en route. Arrivée estimée. 14 heures. Personne ne parle pendant 5 secondes. Puis Jor-El chuchote. Ils ont envoyé des humains? Flock lève brusquement les yeux. Ce doit être une erreur. Telric n'a que des minéraux et des postes administratifs. Pourquoi les enverrait-il? Les yeux de Rex n'avaient pas bougé du message. Ils n'ont pas envoyé d'humains à cause de nous, il dit lentement. Ils les ont envoyés parce que les dissidents ont poussé trop loin. Il ne s'agit pas de... Plus de protection, c'est une réponse. Le Conseil ne pose pas de questions. Il termine la phrase. Le Conseil ne pose pas de questions. Il termine la phrase. Jor-El secoua la tête. Mais le Conseil, ils ne répondent jamais comme ça. Ils envoient généralement des drones de blocus. Peut être une diffusion d'avertissement. Ils ont arrêté de diffuser, dit simplement Rex. Maintenant ils se montrent. Mais nous ne sommes pas un site militaire, argumenta Jor-El. Nous n'avons même pas de réseau de défense assez puissant pour arrêter une attaque à longue portée. Pourquoi riposter avec des humains? Rek regarda par-dessus son épaule, un léger frémissement dans la crête. Pour faire passer un message, dit-il. Il ne s'agit pas de défense, c'est un avertissement. Mais pourquoi cette réaction? Demanda Flock en s'approchant. On dirait que tu as déjà vu ça. Les fentes derrière les joues de Rex frémirent. 10 ans plus tôt, la bataille de Javelin. Le protectorat était en train de perdre. 6 colonies étaient menacées. Aucun plan ne tenait. Aucune ligne ne survivait. Puis, 10 vaisseaux humains entrèrent en orbite. Ils ne dirent rien. Aucune demande d'accès au commandement. Aucun protocole d'intégration. Il marqua une pause. Ils agissaient simplement. En 48 minutes, toute la structure ennemie s'effondra. Aucun survivant. Pas même des débris à analyser. Jor-El déglutit. Mais ceci, ce n'est pas Javelin. Nous ne sommes pas en zone de guerre. Rex se tourna complètement vers eux. Nous y sommes maintenant. Et quoi qu'il arrive, il ne frappera pas. Les lumières du pont s'éteignirent légèrement, tandis que l'énergie était redirigée vers des capteurs externes. Dehors, les 2 soleils de Talarik 4 brillaient comme jamais, mais quelque chose avait déjà basculé. Le calme avait été rompu. Le système, autrefois considéré comme intouchable, était désormais le théâtre d'un événement inattendu. Ils ont envoyé les humains, murmura Flock, les yeux écarquillés. Rek hocha la tête d'une voix basse, certaine. Oui. Et maintenant, on attend. Le compte à rebours affichait 13 heures et 58 minutes. Le commandant Kurvan Rek se tenait immobile au terminal central, les yeux rivés sur l'heure d'arrivée prévue, comme si elle pouvait accélérer s'il la fixait suffisamment. La flotte d'intervention humaine était en route, bloquée sur Vector, l'heure d'arrivée prévue étant maintenue. Rien n'avait changé. C'était le problème. Tout le reste était autour de lui. Le pont de contrôle du noyau 9 vibrait de tension. Le calme de tout à l'heure avait disparu. Des voix se chevauchaient. Des alertes clignotaient le long de chaque mur et un flot continu de signaux d'urgence provenait des secteurs inférieurs. Les marqueurs cramoisis indiquant la flotte ennemie en orbite restaient immobiles, attendant, observant. Il se retourna brusquement, rediriger l'alimentation de secours, prioriser les sections 3 à 8. Tous les logements civils au sud de la crête secondaire nécessitent une couverture renforcée. Flock, transpirant sous la lumière vacillante d'une console endommagée, répondit « Terminé, commandant. Bouclier déployé, mais la puissance diminue plus vite que la recharge ne peut le faire. Activez le cycle du mode passif. Changez les générateurs de boucliers par impulsion, les laissant deviner où nous sommes vulnérables. » Une technicienne à proximité, sa petite silhouette recroquevillée derrière une interface clignotante, leva les yeux. Laurette, ingénieure en chef des systèmes, était l'une des rares femmes affectées à ce poste. La chitine pâle de son armure scintillait de bandes de chaleur induites par le stress.
Commandant, dit-elle d'une voix tendue, nous n'avons plus de redondance. Si vous voulez que le bâtiment extérieur soit blindé, nous devrons couper l'alimentation des secteurs de maintenance de niveau profond. Rek n'hésita pas. Faites-le. Laurette se mordit la lèvre. Cela désactiverait les systèmes de survie dans les zones sans personnel. Il n'y a personne, dit-il. Elle hésita de nouveau. Et les protocoles de priorisation des évacuations? Nous n'avons pas d'ordre hiérarchique clair du conseil de commandement. Nous choisissons les couloirs à prioriser. Vous réalisez ce que vous faites, n'est-ce pas? La crête de Rek s'est légèrement évasée. Je choisis qui survit. Laurette le fixa un long moment. Nous décidons qui survit. Rek ne répondit pas. Il se contenta de revenir à l'écran principal. La flotte dissidente avait commencé à se repositionner, resserrant sa formation, se déployant le long des trajectoires orbitales par couche. Le schéma de commandement était clair maintenant. Ils en avaient assez d'attendre. Le premier impact frappa sans prévenir. Un éclair orange fulgurant s'abattit sur le réseau de communication et, sans prévenir, sans échauffement, juste l'impact et le silence immédiat. La tour se brisa en deux, s'effondrant dans le canyon en contrebas, dans une lente cascade de chaleur et de poussière. 2 secondes plus tard, le relais secondaire explosa, baignant tout l'horizon de blanc. Perte de signal sur la grille d'écho, cria Jorel. Plaque 2A7 en panne. Panne de communication confirmée. Rek se pencha vers la console. Où visait cette frappe? Directement sur notre centre de communication, répondit Flock d'une voix rauque. Pas de sondage, mais chirurgical. Une autre explosion, cette fois depuis l'orbite, traversa la crête supérieure. 3 modules miniers souterrains s'effondrèrent instantanément, déclenchant une onde sismique qui déstabilisa la faille adjacente. Les relevés tectoniques montèrent en flèche. Un affaissement s'abattit sur la plateforme Delta, rapporta Laurette, criant déjà par-dessus les alarmes. Les jointures de Rek pâlirent contre le bord du terminal. Des victimes. Silence. Puis Jorel, silencieux. Des dizaines. Peu, être plus. L'intégrité des modules est nulle. Ils sont enterrés. Une nouvelle voix grésilla dans les communications internes. Opérateur Gavik, depuis les niveaux inférieurs. Commandant, ce sont les nœuds d'énergie. Ils ne ciblent pas seulement les infrastructures, ils nous décortiquent à l'extrême gauche. Un autre écran clignotait en rouge. Une rediffusion d'un drone externe montrait une formation de vaisseaux pirates en position orbitale basse. Les vaisseaux étaient un amas de blindage rapiécés, de noyaux d'énergie exposés et de systèmes d'armes dépareillés et hérissés. Différentes tailles, conceptions, espèces, ossature vorique, croiseurs urtègues massifs et même une coque sectarie dépouillée. Mais chacun portait la même marque distinctive. Des bandes de gantelets noirs et argentés peintes en diagonale sur les coques, aux couleurs de l'alliance dissidente, ils tiraient sans rythme, sans priorité de ciblage. Alliance dissidente. Ils tiraient sans rythme, sans priorité de ciblage. Une nacelle médicale fut touchée en plein lancement, des membres civils éparpillés sur la crête. Tout ce qui bougeait, un autre impact. Une explosion sectionna la passerelle principale menant à la centrale auxiliaire, vaporisant le tramway qui venait de traverser. Rek la vit apparaître sur l'écran. La navette explosa comme un insecte sous son pied, 12 vies perdues en moins d'une seconde. Le réseau électrique grésilla, les lumières s'éteignirent, les consoles s'éteignirent, puis s'éteignirent à nouveau, au rythme vacillant des systèmes tentant de se réorienter malgré des nerfs à vif. « Nous perdons les sections 11 à 13, hurla Laurette. Le relais d'énergie s'effondre. Ils ne visent même plus les défenses. Marmonna Flock. Ils n'ont pas besoin de descendre. Ils nous démantèlent, c'est tout. La panique s'installa. Un canal de diffusion s'ouvrit sans autorisation. Des dizaines de demandes se chevauchaient, émanant de civils des quartiers inférieurs, chacun implorant des éclaircissements. L'épave les a coupés manuellement. Trop de bruit. Pas le temps. Les couloirs d'évacuation étaient défaillants. Les systèmes ne répondaient pas. Les guides automatiques ne se synchronisaient pas. « Commandant !» s'exclama Laurette. « Les cartes des couloirs sont obsolètes. La plupart n'ont pas été mises à jour depuis des décennies. Les protocoles d'urgence empruntent des chemins obsolètes. Les civils sont coincés dans des boucles redondantes. Nous n'avons pas de contrôle des foules.
contourner manuellement le nœud central. L'épave a dit que j'avais essayé, il ne répondait pas. Trop de dégâts sur la colonne vertébrale est à l'extérieur. Des nuages de poussière recouvraient les crêtes extérieures de la colonie, le ciel scintillait de secousses atmosphériques causées par les salves orbitales. À travers la brume, les ombres des vaisseaux pirates se profilaient, tels des prédateurs encerclant leur proie blessée. À l'est, une autre navette s'écrasa en plein décollage. Elle n'avait même pas atteint 3 mètres de hauteur qu'un éclair d'énergie brisa son noyau de propulsion. L'explosion illumina la piste d'atterrissage, tel un lever de soleil, suivi de cris dans les communications. « Commandant !» cria une voix dans le haut-parleur. « Médecin, Hale. Nous avons bloqué l'accès au bunker 6 à des réfugiés. Les portes ne fonctionnent plus. Elles cognent à l'extérieur. »« Dépassement du contrôle » s'exclama Rex. « On a déjà essayé. » « Le système est aveugle là, bas. » Les gens faisaient des choix instinctifs maintenant. Les civils refusaient d'entrer dans les bunkers, de peur d'être enterrés. L'un d'eux criait que la surface était plus sûre. Un autre tentait d'escalader un transport en mouvement. Ils ne nous font plus confiance. Les officiers criaient entre eux. Une équipe de sécurité tentait de forcer l'ordre dans le bunker 8, ce qui déclencha une bagarre. Encore du temps perdu. Les quelques miliciens affectés à Talari 4, 6 hommes répartis sur toute l'installation, étaient déjà dispersés, escortant les lignes de transport. L'un d'eux fut confirmé mort, un autre blessé. Les autres ne répondaient pas. Rek ouvrit une ligne privée. « Laurette, où en sont les tunnels de lancement ?»« Bloqués ou effondrés ?» répondit-elle d'une voix neutre. « Il ne vous reste qu'un seul couloir de lancement fonctionnel. Il peut accueillir 300 personnes, pas plus. Il restait près d'1 millier de civils. Commencez l'abordage immédiatement. » ordonna Rek. « Ça ne couvre qu'un tiers, » insista-t-elle. « Et le reste ? Ils vont sous terre, chaque mètre qu'on a. » Laurette hésita. « Alors, ce n'est pas un abri, c'est une tombe. » Rek ne la regarda pas. « Fais-le quand même. Si ça leur fait gagner 14 heures, c'est suffisant. » Dans le silence qui suivit, il ouvrit un canal sur toutes les bandes. Civil, ingénierie, sécurité. Ici, le commandant Rek. Baie de lancement 4 est active. Je répète, baie de lancement 4 est active. Tous les évacués prioritaires avancent immédiatement sous escorte. Tous les autres, dirigez-vous vers les abris souterrains. Restez bas, gardez le silence, attendez d'autres instructions. Il a coupé la transmission. Aucune réponse, aucun appel, juste le silence. Puis, nouvel impact orbital. La flèche d'observation principale s'est effondrée sous les flammes. Rek a fermé les yeux, puis a établi une communication avec la formation pirate. Navire non aligné, ceci est une installation civile. Nous ne sommes pas des combattants. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat. Nous évacuerons tout le personnel. Je répète, ce n'est pas un site militaire. Nous nous rendons, pas de réponse. Un autre coup de foudre a frappé le mur nord. En voyant des débris à travers le dôme de communication, il n'écoute pas, le troupeau a chuchoté. Non, Rex a dit d'une voix creuse. Il s'assure que nous n'entendions rien du tout. Il a regardé le compteur sur le bord de son écran décompter 13h12. Une fine ligne statique scintillait sur le bord de la carte tactique, puis a disparu. À l'intérieur du noyau 9, le pont de contrôle baignait dans un faible éclairage d'urgence, ponctué de glyphes d'avertissement clignotant sur chaque surface. Le commandant Curvan Rek se tenait immobile dans la quasi-obscurité, les épaules lourdes, la respiration contrôlée. Son regard se porta vers le coin de l'écran principal. Le compte à rebours était terminé. Le chronomètre atteignit 0, que des zéros. Pendant un long moment, rien ne changea. Au-dessus de Tolaric 4, la flotte de l'Alliance dissidente flottait en orbite silencieuse. Un nuage échelonné de navires de guerre disparates et d'écumeurs pirates maintenait ses positions avec une patience arrogante. Les moteurs ne s'allumaient qu'en cas de besoin. De plus petits vaisseaux décollaient pour scruter les secteurs un par un. Ils n'avaient rencontré aucune résistance depuis plus de 12 heures. À bord du Crawlstorm, le Dreadskiff pirate, le capitaine Volar Rask se penchait sur une carte creuse et vacillante de la colonie. Son espèce, les Icaris, n'avait pas de bouche visible, seulement des fentes sur la plaque frontale de son aume en forme de crâne et une peau semblable à une croûte d'onyx en fusion. Ses avant-bras travaillaient en tandem pour ajuster les interceptions de fréquences et les calques de coordonnées.
Les canaux de reconnaissance sont à mi-chemin, rapporta l'un de ses sous-commandants. Il s'agit d'un ERTG massif aux écailles vert-mousse et aux crêtes faciales semblables à des roches plissées. Voler ne laissa entrevoir aucun mouvement. Dernier scan, des survivants dispersés. Les boucliers sont pratiquement inopérants. Les transmissions sont silencieuses. Les systèmes automatisés ont cessé de répondre depuis 30 cycles. Il ne nous reste plus qu'à planter le drapeau. Voler se détourna, observant les dégâts en contrebas à travers un large hublot. Des incendies brûlaient le long de la surface cratérisée. La colonie ressemblait à un circuit imprimé cassé, noyé dans la poussière. « Alors, plantez-le », dit-il. Alors que 2 autres vaisseaux de reconnaissance descendaient vers la surface, le vide se tordit. Sans éclat, ni force, ni spectacle, mais en silence. 3 formes surgirent de l'espace, juste derrière la frange supérieure de la formation pirate. Elles n'émergèrent pas avec des explosions ni des ondes de choc gravitationnel. Il n'y eut ni turbulence, ni bruit, ni effluve énergétique. Un instant, le secteur était vide. L'instant d'après, il contenait 3 vaisseaux humains. Ils n'étaient pas imposants, pas de coque de classe capitale, ils étaient d'un noir mat, de profil irrégulier, avec des angles trop lisses pour être lus, trop nets pour être tracés. Ils n'avaient aucun dispositif d'armement externe visible, aucun signal IFF, aucune signature thermique, rien de radiodiffusé, pas d'indicatif d'appel, pas de balise d'affiliation. Sur la tempête rampante, un opérateur de passerelle, un Corvani à la peau bleue, aux yeux à triple fente et aux vrilles de données symbiotiques autour de la mâchoire, fixait sa console. « J'ai quelque chose », dit-il. Vollard se retourna. « Défini. Je ne sais pas. Ils ne sont pas arrivés. Ils étaient juste là. Pas de pic d'entrée de pli. Pas de traînée thermique. Pas de sillage gravitationnel. Ils sont camouflés ? Non, monsieur, répondit le Corvani confus. Ils ne se cachent pas. Ils sont invisibles jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Cachés. Ils sont invisibles jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Les capteurs n'ont rien détecté. Visuellement seulement. Volaire s'est approché de l'écran. 3 vaisseaux humains flottaient comme des éclats de verre noir au milieu de la formation orbitale. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sur Tolaric 4, REC l'avait déjà remarqué. L'écran principal de Corps 9 a clignoté une fois, puis s'est éteint. 3 nouveaux signaux avaient contourné tous les protocoles d'alerte, n'étant enregistrés que comme des distorsions statiques avant de se transformer en forme. Les opérateurs autour de lui restèrent figés. Même Flock, habituellement bavard sous le stress, resta silencieux. Les vaisseaux humains descendirent. Ils traversèrent la formation pirate sans résistance. Personne ne tira. Personne ne tira. Personne ne bougea. Ils se faufilèrent entre les vaisseaux capitaux et les escadrilles de chasseurs, sans jamais effleurer les chemins, sans attirer l'attention avant qu'il ne soit trop tard pour les arrêter. À bord de la corvette pirate Fangook, le lieutenant Drosk, un Teraxi insectoïde aux ailes transparentes et aux membres noirs et brillants, balbutia dans le système de communication. Commande, engin non identifié en descente. Pas d'immatriculation, pas de transpondeur, pas d'équipage visible. Il se déplace, comme s'il connaissait déjà notre formation. « Pourquoi ne disent-ils rien ?» murmura Flock dans le noyau 9. « Pourquoi ne diffusent-ils rien ?» répondit Jorel à voix basse. « Parce qu'ils n'en ont pas besoin. » Les vaisseaux humains survolèrent l'horizon fracturé de la colonie. Pas de déploiement de trains d'atterrissage, pas de panache de chaleur. Ils s'immobilisèrent, et la poussière sous eux retomba comme si elle avait toujours été là. Aucun bruit d'atterrissage, aucune variation de gravité, même le vent semblait immobile. Dakan, l'un des plus jeunes techniciens de Kurtal, âgé d'à peine 50 cycles, s'approcha de l'écran, sa crête tressaillant de confusion. Pourquoi n'ouvre-t-il pas les communications ? Attendent-ils une confirmation ? Murmura Jorel. Peu. Être. Nous ne sommes pas concernés. Un grésillement provenant d'un croiseur éclaireur pirate retentit tandis qu'un technicien tentait d'aligner les scanners thermiques. Toujours pas de signature interne, pas de chaleur, pas de mouvement. Ce pourraient être des coquilles vides. Elles ne sont pas vides, dit Rask en fixant l'écran. Ils sont occupés. On ne le verra pas en regardant. À bord du Crawlstorm, le chaos s'est insinué dans les voies. Repositionner l'escadron avancé. Préparer les équipes d'abordage. S'ils ont atterri, nous répondons non. La voix de voleur coupa court au bavardage.
Non, répéta-t-il. Personne ne bouge. Personne ne tire. Nous attendons, mais c'était trop tard. 2 des écumeurs pirates en orbite avaient déjà entamé leur descente pour explorer la zone d'atterrissage humaine. Ils survolèrent la surface fissurée de la colonie, scrutant les sources d'énergie, la chaleur des armes, les mouvements. Ils atteignirent les coordonnées puis disparurent, ni explosés, ni détruits. Disparus. Un instant, ils étaient au-dessus de la crête du cratère. Puis leurs signaux cessèrent. Silence. Perte de contact avec Skiff 1 et 2, aboya l'opérateur Corvani. Lancez un diagnostic de traçage, grommela voleur. Rien à tracer, ils sont juste partis. De retour au noyau 9, le silence enveloppa la salle de contrôle. Le faible bourdonnement des systèmes auxiliaires s'était atténué. Même la lueur occasionnelle d'un éclairage à arc au-dessus de nos têtes s'était stabilisée. C'était comme si la base elle-même retenait son souffle. Rex avança et le vit. 3 vaisseaux noirs. Pas d'insigne, pas de communication, pas de signal de menace. Ils avaient atterri au cœur d'une colonie en feu sans un mot. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 3 minutes depuis l'atterrissage. Il murmura 3 minutes. La 4e minute commença par un scintillement, puis l'obscurité. À l'intérieur du noyau 9, tous les capteurs de surface reliés au visuel de surface clignotèrent brusquement, l'un après l'autre, comme des lumières s'éteignant dans un couloir. L'holocarte centrale se fragmenta en une superposition de parasites, les glyphes tremblants et réapparaissant sous forme d'images fantômes. Le technicien d'icône se pencha sur sa console, ses doigts parcourant la surface d'entrée. J'ai perdu les couches 4 et 5. J'ai perdu la couche 4 et la 5e. La 6e a disparu aussi. Rek s'est déplacé à ses côtés. Passez aux caméras auxiliaires. Elles sont déjà allumées, marmonna Dakin, confus. Ce sont des flux en direct, ou du moins c'était le cas. Flock travaillait déjà en parallèle. Passage en thermique. Rien. Passage en atmosphérique. Toujours rien. Ce n'est pas une interférence. Coupage aurait la voix basse. C'est comme si la planète nous reflétait, comme si le sol était devenu un miroir. Sur chaque écran, noir, pas vide, pas statique, juste noir, comme regarder dans la pierre sans profondeur, comme regarder dans la pierre sans profondeur. Même les ombres reflètent la lumière, marmonna Flock. Ceci l'absorbe. À l'extérieur du dôme de commandement, le vent s'était arrêté. De la poussière flottait dans l'air, immobile. Rek le sentit dans sa poitrine. Une anomalie, non pas de violence mais de suspension, comme si quelque chose d'invisible avait posé sa main sur toute la colonie et lui avait dit d'attendre. Commencez le protocole de recalibrage, ordonna Rek. Sa voix lui semblait trop forte. Dakan hocha la tête en murmurant. Oui, commandant. Même lui semblait effrayé de rompre le silence. Chaque technicien à son poste travaillait à mi-volume, baissant instinctivement le volume de sa voix. Flock tapait les commandes plus lentement que d'habitude. Laurette revint du couloir inférieur, d'un pas léger, comme si elle craignait un écho au sol. Rex s'avança au centre de l'anneau de commandement, entouré d'écrans obscurs et de panneaux d'état à moitié éclairés. « Des drones » demanda-t-il. Flock répondit sans se retourner. 5 unités étaient encore opérationnelles il y a 2 minutes. Puis elles ont tout simplement cessé de répondre. Aucun rapport de dommages. Pas d'arrêt. Juste éteinte. Redémarrez-les manuellement. Je l'ai fait. Elles sont là, mais elles ne réagissent pas. C'est comme si quelqu'un avait réécrit leur comportement de l'intérieur. Un autre technicien à l'arrière, Taval, grand et mince. La crête encore endommagée par l'effondrement structurel du cycle précédent murmura. Devrions-nous parler aussi fort ? Laurette se figea. Décane aussi. La voix de Jorel portait à peine. Et s'ils écoutaient ? Rek ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ce qui était arrivé ne demandait pas la permission, seulement le silence. Au-dessus de nos têtes, les lumières de secours s'éteignirent. Pas de problème mécanique. Juste atténué, comme obéissant à un signal invisible. Rek se tourna lentement vers l'une des consoles latérales et bascula sur le relais orbital de secours. « Montrez-moi la flotte dissidente », ordonna-t-il. La projection crépita, puis se stabilisa. Les vaisseaux pirates maintenaient leur position, mais certains commençaient à dériver légèrement hors de la formation.
Au-dessus de la planète, à l'intérieur de la corvette pirate Fangook, le lieutenant Drosk se tenait seul sur le pont des capteurs. Ses ailes étaient repliées contre son dos, ses yeux composés brouillés, tandis que les données défilaient. Toujours aucun contact avec les équipes de Skiff, annonça une voix dans les communications. Nous en avons perdu 2, puis 4 autres. Aucun signe d'indicateur de crash, pas d'épave, pas de chaleur, ajouta un autre. Ils ne sont pas détruits, murmura Drosk. Ils sont évacués. Le capitaine Volarask, à bord du Crawlstorm, arpentait déjà une porte à 4 pattes qui traversait son pont de commandement. L'officier des capteurs Corvani paniquait, ses vrilles frémissant de façon erratique, ses ports de données espacement sous l'effet des surtensions. Capitaine, nos scanners échouent. Aucune visibilité au sol, aucune cartographie. Tout ce que nous envoyons cesse de fonctionner dès que la profondeur est suffisamment basse. Déployez plus d'yeux, ordonna Rask. L'ordre fut relayé instantanément. 4 autres corvettes légères larguées depuis l'orbite, chacune pilotée par des mercenaires de secteurs différents. Rulmar, Garrick et un commandant Icaride rare dans la dernière. Ils entrèrent dans l'atmosphère. Chacun disparut. Les signatures du vaisseau n'explosèrent pas. Elles ne se déformèrent pas. La télémétrie cessa tout simplement, comme s'ils avaient heurté un mur invisible. De retour dans le noyau neuf, la voix de Floflock était à peine audible. Commandant, les pirates se dispersent. Formation épave tournée. Montrez-moi un coin. L'écran creux montrait la flotte orbitale commençant à se déplacer. Personne ne bougea agressivement. Juste de subtils réalignements. Des espaces se formèrent. Des unités dérivant hors de la triangulation. Décentralisation sans ordre. Tevol chuchota, ils ont peur. À bord du crochet accro, le lieutenant Drosk se tenait immobile. Plus de schéma, chuchota-t-il. Plus de traces de chaleur. Plus de logique de capteur. Plus de cohérence de formation. Son supérieur aboya par communication. Alors, suivez le protocole et appuyez sur la surface. Non, interrompit Drosk. Il n'y a pas de protocole pour ça. Le canal de communication se tut. À l'intérieur du noyau neuf, Jor-El s'éloigna de son poste. Il commence à penser comme nous maintenant. Leva les yeux au rec. Comment ça? Ils sont confus, désynchronisés. Ils ne font pas confiance à leur propre système. On vit comme ça depuis 14 heures. Et maintenant, Jor-El jeta un coup d'œil vers l'écran noir. Ils nous ont rejoints. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité et comprirent qu'ils ne sentaient pas non plus les murs. Sur le pont de contrôle, personne ne parlait, à part un murmure. Chaque mouvement était calculé, chaque regard prudent, non pas par peur d'une attaque, mais par crainte d'être remarqué. Dehors, les vaisseaux humains n'avaient pas bougé. Pas une seule écoutille ne s'était ouverte. Pas un seul phare. Pas une seule lumière. Ils restaient figés à la surface comme des pierres tombales, sans ombre, sans présence. Mais quelque chose se passait, et tout le monde, pirate, Kurtal ou autre, le comprenait. Les humains n'avaient qu'un seul langage pour cela. Le silence. La 5e minute commença par un cri, pas un cri humain, pas même organique. Un hurlement de fréquence modulée, interrompu en pleine transmission, déchira les communications interflottes de l'Alliance dissidente comme un câble de signal arraché qui crépitait dans le vide. Kreshtal se fragmente. Sa coque se pèle comme un fruit, puis se replie comme du papier. La voix est déformée, aiguë, étrange. Celle d'un officier Yakrali, à en juger par sa texture. Ces mots résonnent dans plusieurs vaisseaux avant que la ligne ne s'éteigne brusquement, suivie de parasites, puis de quelque chose de pire encore. Une pulsation persistante. Pas un bourdonnement, pas de larceux. Un bruit statique superposé qui vacillait à travers chaque canal ouvert, se répétant à une cadence erratique sous le crépitement. Quelque chose de faible essayait de former une modulation qui ressemblait à un langage, mais refusait d'en devenir un. À l'intérieur du noyau neuf, le Curital fixait les relais de transmission, silencieux. Flock rompit le silence. Est-ce notre système? Non, dit Jor-El. Les yeux rivés sur la mémoire tampon. C'est le leur. À bord du Dreadskiff pirate Crawlstorm, le capitaine Volarask se tenait immobile, les mandibules serrées derrière son casque d'obsidienne. De l'autre côté du pont, les membres de l'équipage criaient, certains sans même vérifier qui écoutait. Skiff 6 vient d'exploser en plein saut. Aucun contact. Aucun impact.
La cage épineuse de classe lourde Rulmar vient de disparaître à longue portée. Disparue. Pas détruite. Disparue. Crechtal se disloquait, monsieur. La coque se déformait. Se déformait, répéta Rask en se tournant vers le sous-commandant Ertak, un sectari aux membres fins, doté de 2 épines oculaires et de griffes tremblantes. Les yeux d'Ertak vibrèrent. On aurait dit qu'il se repliait sur lui-même, capitaine. Comme si l'espace était à l'envers. La transmission s'interrompit. Le canal fut coupé. Disparu. Une seconde voix s'éleva. Cette fois, du Grimouk. Une frégate d'attaque commandée par un contingent de mercenaires du consortium Lévique. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur du vaisseau. Je répète. Ils. Disparus. Sur corps neuf, Rex se pencha vers l'écran de communication, la mâchoire serrée, les mains posées sur la console. Enregistrez, ordonna-t-il. Chaque ligne coupée. Chaque seconde. Flock hochait déjà la tête. Ce n'est pas que des communications. Regardez. Les scans de trajectoire se désagrègent. Irel ajouta. Les vaisseaux fuient des vecteurs aléatoires, aucune coordination, certains s'écrasent les uns les autres en essayant de quitter l'orbite. Une série de nouveaux flashs alluma les capteurs de haute altitude. D'abord minuscules, de brèves explosions d'énergie déformée qui ne correspondaient à aucune signature de détonation conventionnelle. Puis vint la lumière du dôme d'observation. La voix de Lorette. « Commandant » sonna-t-il, regarda à travers l'épais dôme de verre, le ciel au-dessus de Tellaric 4 pulsait, pas comme un éclair, pas comme un feu de bataille, la lumière courbée, un long ruban d'espace, tordu à travers la haute atmosphère, scintillant de couleurs qui n'existaient sur aucun spectre. Puis les ombres sont venues, non projetées, non créées. Ils se déplaçaient. Ils s'enroulaient autour des vaisseaux humains comme de la fumée attirée par les flammes, mais sans chaleur, sans source. Ils contournaient les structures, traversaient le sol fissuré, ne touchaient à rien et changeaient tout. L'un d'eux glissa sur l'épave d'un module minier et la structure entière implosa, non pas avec violence, mais avec effondrement, comme si le métal avait oublié comment se maintenir. REC ouvrit un canal direct sur la bande diplomatique haute fréquence. Commandement humain. Ici le commandant Curvan REC de Tularik 4. Veuillez répondre. Rien. Il essaya de nouveau. Puis, un signal. Clair. Texte seulement. Une seule ligne. Zone sécurisée. Engagement terminé. Rec fixa du regard. C'est tout, chuchota Lorette. Le commandant Rec n'eut pas le temps de répondre, car à cet instant précis, la dernière transmission pirate cessa. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas statique. C'était un silence si brusque qu'il était perçu comme un son. Un vide s'exerçait sur chaque console. Flock leva les yeux de son terminal. Commandant, tous les signaux pirates disparus. Plus de communication, plus de télémétrie, plus de traces de capteurs. Combien de vaisseaux? Répondit Jorel sans émotion. On traquait 71 signatures. Maintenant, 0. Cherchez des débris, ordonna Rec. Flock hésita. Il n'y en a pas. Quoi? Pas de champ de débris, pas de pic de radiation, pas de perturbation gravitationnelle, juste rien. Comme s'ils avaient été effacés d'une simulation et non détruits dans l'espace réel. Jorel murmura. Il y a 8 secondes, on avait des pings. Ils étaient toujours là, puis disparus. Chaque signal s'interrompait dans la même fenêtre de 8 secondes. Rec recula. Il regarda l'écran noir où une flotte existait quelques minutes plus tôt. Il regarda les affichages plats, le vent glacial dehors, les vaisseaux humains immobiles, et le silence. Un silence injustifié. Ce n'était pas la guerre, dit Taval, le technicien blessé à l'arrière. L'épave ne se retourna pas. Ce n'était pas la guerre, répéta Taval. C'était autre chose. En orbite, les vestiges de la formation pirate, 3 ou 4 vaisseaux trop lents ou trop éloignés pour engager le combat, s'enfuirent. Aucun schéma, aucun ordre, juste un instinct brut. L'un d'eux fit exploser son propre noyau en plein saut. Un autre dériva simplement dans l'espace lointain, refusant de répondre aux appels. Et le troisième, il disparut, se repliant dans un angle impossible,
engloutis par le même champ noir sans signal qui avait consumé les autres. Sur le relais de communication, ces parasites superposés tentèrent une dernière fois de former une forme. Sans succès, mais pendant une brève seconde, Rek crut entendre une respiration, pas mécanique. Une brève seconde, Rek crut entendre une respiration, pas mécanique, pas synthétique, humain. Il ne parla pas. Il regarda simplement l'horloge. La 8e minute s'écoula. Dehors, les vaisseaux humains restèrent immobiles, comme si le temps lui-même attendait de nouveaux ordres. Une ondulation gravimétrique provenant du dernier navire pirate disparu s'était estompée, mais le noyau neuf demeurait plongé dans un silence surnaturel. Aucune menace, aucun tir, juste des conséquences. Le commandant Kuro Van Rek se tenait au bord de la table d'analyse, les mains jointes dans le dos, tandis que 4 de ses spécialistes expérimentés se rassemblaient autour d'une grille de flux de données corrompus. Au-dessus d'eux, une sphère holographique pulsait en boucle brisée, aux 3/4 statique, à 1/4 déformée de manière incompréhensible. « Il n'y a pas de signature thermique », dit l'analyste marin d'une voix sèche. Il était plus âgé, sa chitine ternie par l'âge, ancien architecte de capteurs de premier plan à l'Institut Narsun. Pas de résonance électromagnétique, pas de cinétique résiduelle. Pas une seule collision physique n'a été enregistrée depuis leur atterrissage. « C'est impossible », murmura Varn. Plus petit, plus trapu que les autres, ses nageoires ambrées tremblaient sous une tension contenue. Une flotte de cette taille ne disparaît pas comme ça. Quelque chose les a frappés. Il le fallait. « Non », rétorqua Marin. « Vous vous basez sur des modèles conventionnels. Je vous le dis, les journaux ne montrent pas d'application de force. Ils montrent une décomposition. » Lorette se tenait à l'écart, les bras croisés, observant les ingénieurs avec un détachement froid et mesuré. La décomposition implique le temps. Cela s'est produit en 8 secondes. Le silence retomba dans la pièce. Jorel s'avança, se connectant à un flux de secours. J'ai retiré tous les fils des capteurs externes qui n'étaient pas grillés. Audio, thermique, et même le retour gravitationnel. Regardez. Il développa une section de la vidéo. On y voyait l'un des navires pirates, le Grimhook, en vol stationnaire juste avant de disparaître. Un nuage d'anomalies vacillantes entourait sa coque, de petites particules glissantes qui scintillaient d'un mouvement impossible. Puis, juste avant la disparition, un pic d'inversion gravitationnelle. La signature se tordit vers l'intérieur, s'effondra et disparut. Pas de propulsion, dit Marin. Pas d'explosion d'énergie. Juste une inversion. Inversion de quoi ? Demanda Varn. Rek ne dit rien. Ses yeux ne quittèrent pas la vidéo en boucle. Nous avons trouvé des traces de micro-drones, dit finalement Lorette, à peine de la taille d'une griffe, incrustées dans des fragments de débris au bord de la zone d'atterrissage. De la taille d'une griffe, encastrés dans des débris au bord de la zone d'atterrissage. Des débris ? Marin cligna des yeux. Je croyais que tu avais dit qu'il n'y avait pas d'épave. Il n'y en a pas, répondit-elle. Pas des vaisseaux, mais de certains des transporteurs de minerais que nous avons perdus le 2e jour, nous avons récupéré des images partielles. C'est là que les drones étaient encastrés. Flock, assis à proximité, parcourait les images superposées. J'ai essayé d'en isoler une. Regardez ça. Un modèle 3D granuleux se déployait au-dessus de la table. Le drone était de forme irrégulière, recouvert d'un revêtement hexagonal qui semblait changer d'angle selon l'axe de vision. Comme s'il ne voulait pas être perçu 2 fois de la même manière. J'ai passé sa signature dans toutes les bases de données connues, continua Flock. Archives militaires, registres de prototypage, système de guildes indépendantes. Rien. Bien sûr que non, marmonna Marin. Si c'est une technologie humaine, elle n'est pas répertoriée. Jorel se pencha. Regardez le champ autour. Il ne génère pas de gravité. Il tire contre lui. Flock hocha la tête. Polarité inversée, mais sans effondrement. Ça ne se comporte pas comme un champ, plutôt comme un écho. Varn expira brusquement. Un écho de quoi ? Lorette le regarda droit dans les yeux. De présence. Il ne cherche pas à pousser ou à tirer la masse. Il déforme la perception de son existence. Marin frappa du poing le bord de la table. Assez de philosophie. Nous sommes des scientifiques. Donnez-moi des modèles. Donnez-moi une relation de cause à effet. Varn s'est retourné contre lui. Résultat, 71 vaisseaux ont disparu. Nos relais orbitaux ont fondu sous la charge du signal.
Il reste des micro-distorsions qui rebondissent sur la surface lunaire. Elle ne se battait pas. Elle effaçait, comme si elle n'avait jamais voulu laisser de traces. Jor-El dit doucement, remontant une dernière chaîne de données. Les humains, je veux dire. Il n'y a aucune preuve de tir d'armes dirigées, pas d'ordre d'engagement, pas de télémétrie de contrôle de tir. Varn fixa du regard. Qu'est-ce que tu racontes? Jor-El s'exclama, plus fort maintenant. Je suis sérieux. Pas de désordre, pas de représailles, pas de propagation de dégâts, juste un but. Dval du mur du fond murmura. Il débarrassait le plateau. La lumière de la table s'éteignit lorsque le dernier flux fut épuisé. Le silence revint. Floch resta debout, les yeux fixés sur l'écran. Rien de tout cela ne correspondait à un profil tactique. Il n'y avait aucune chaîne de motivation, aucun arbre logique. Ils atterrirent, attendirent 3 minutes, puis résolurent le problème. Résolu? Ricana Varn. C'est comme ça qu'on appelle ça? Pas de victimes de leur côté, dit Jor-El. Pas d'activité visible. Résolu? Ricana Varn. C'est comme ça qu'on appelle ça? Pas de victimes de leur côté, dit Jor-El. Pas d'activité visible. Pas d'ordre. Juste l'exécution d'une solution à un seul état. Méron regarda Rek droit dans les yeux. Commandant, qu'est-ce que c'est? Que sommes-nous censés en déduire? Rek ne répondit pas. Il ne les regardait pas. Il fixait la dernière image intacte capturée par leur réseau de drones externes. Les 3 vaisseaux humains, toujours immobiles, ne projetant toujours pas d'ombre, étaient stationnés sur une pierre fissurée qui ne portait plus aucune trace d'impact, ni chaleur résiduelle, ni poussière brûlée, comme si même le sol refusait de se souvenir de ce qui s'était passé, et aucune explication. Il ne défendait pas la colonie, dit Joril, sans vraiment poser de questions. Il n'établissait pas de territoire. Il ne manifestait aucune intention. Alors que faisait-il? Personne ne répondit. Puis Varn demanda, presque essoufflé, « En train de faire ?» Personne ne répondit. Puis Varn demanda, presque essoufflé, « Se battait-il? Ou nettoyait-il simplement le terrain ?» Ces mots restèrent suspendus plus longtemps que quiconque ne voulait l'admettre. Le regard de Rex resta immobile. Il ne les jugeait pas, n'évaluait pas leurs théories. Il écoutait simplement. Et dehors, les vaisseaux n'avaient pas bougé. L'écho du dernier flux de données s'était depuis longtemps estompé lorsque le commandant Curven Rex avait posé le pied sur la plateforme d'argent obsidienne de la salle provisoire. Le silence du noyau neuf avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus cultivé. La grande chambre du protectorat galactique était aussi silencieuse que stérile. Circulaire, immense et clinique, elle était éclairée par une lumière blanche filtrée diffusée par des panneaux cristallins encastrés au plafond, tel un ciel artificiel. La lumière ne laissait aucune ombre, aucune chaleur, aucune distinction entre le jour et le jugement. Les pas de Rek résonnaient légèrement sur le sol poli tandis qu'il avançait vers le centre. Il portait une cape formelle par-dessus son uniforme, bleu foncé mat, sans ornement, le col relevé, son blason entièrement rétracté. Les cicatrices sous son œil gauche, acquises des décennies plus tôt lors du conflit commercial de Vera, étaient à nu, démasquées. Assis autour du périmètre, les conseillers de l'Assemblée provisoire le regardaient descendre dans le cercle de concentration. 33 délégués. 33 espèces. Aucun d'eux ne bougea. Le siège humain resta visiblement vide. Un carillon sourd retentit, artificiel et dénué d'émotion. Le président de l'Assemblée, le haut président Serox Valin des Tevarari, un humanoïde mince, bleu pâle, aux crêtes translucides et aux yeux réfléchissants, prit la parole le premier. Commandant Rek de Talaricar, vous vous présentez devant ce conseil par convocation d'urgence. L'Assemblée reconnaît votre autorité en vertu de l'article 17 relatif au temps de guerre. Sa voix était posée d'une cadence mécanique. Présentez votre rapport. Rek resta silencieux. Un souffle s'échappa, puis un autre. Un délégué dréviant à la peau sombre se pencha en avant, l'ambassadeur Corveln, connu pour son intolérance au retard. Sa voix était métallique, amplifiée par un vieux modulateur crânien. Commandant Rek, votre déclaration et vos archives. Nous les attendons. Rek plongea enfin la main dans les plis de son manteau et en sortit un petit appareil. Triangulaire, lisse, gris mat.
Il s'avança et le plaça sur le socle d'entrée circulaire au centre de la chambre. L'appareil ne s'est pas activé. REC ne l'a pas sollicité. Vous pouvez accéder aux données, a-t-il dit. Sa voix était calme, presque douce, mais je vous le déconseille. Un frémissement parcourut la salle. Non pas un son, mais un mouvement. 2 délégués s'agitèrent sur leur siège. L'un d'eux baissa son datapad. Plusieurs autres s'échangèrent des regards, des mouvements subtils, des micro-expressions, les seuls signes de malaise autorisés dans un lieu conçu pour le supprimer. « Vous dissimulez des renseignements confidentiels à ce conseil ?» demanda une voix cinglante à Rex à gauche. Le conseiller Varenjusk des Tarakis, grand et blindé de plaques de carapace, se pencha en avant. « C'est une violation directe de la transparence du protocole C9. Je ne cache rien, » répondit Rex d'un ton neutre. « Je vous l'offre. Mais je vous dis ce que c'est. » Un autre silence. « Je vous l'offre. Mais je vous dis ce que c'est. » Un autre silence. Le conseiller Solinde, jeune, rigide, à côté des humains, mais issu d'une lignée fusionnée inconnue de Rec, commença à se lever. Ses lèvres venaient à peine de s'entr'ouvrir pour parler que le Valin de Séroc leva la main. La chambre obéit. « Continue, » dit Valin en s'adressant à Rec. Rec recula d'un pas, les mains derrière le dos. Il resta droit, la voix posée. « J'ai été témoin de ce qui s'est passé à Telleric 4. Mes officiers ont enregistré les événements. Mes analystes ont tenté de les quantifier. Ils ont échoué. » Il laissa le silence s'installer. Ce qui s'est passé à cette surface n'était pas une bataille. Il n'y eut ni échange, ni résistance, ni agression. Il n'y eut aucune perte du côté humain et aucune compréhension d'une autre. « Alors, comment appelle-t-on cela ?» demanda Velen. Rec regarda le conseil droit dans les yeux. « C'était une démonstration, dit-il. Un message envoyé sans langage ni signature. Un rappel à toutes les espèces observatrices que les humains n'ont pas oublié comment réagir lorsque la diplomatie prend fin. » Un léger bourdonnement résonna à travers les murs de la salle. Aucun son, juste la perception de l'espace réagissant aux mots. Rec s'avança de nouveau, effleurant le dispositif de données. Vous pouvez étudier les journaux, lancer vos simulations, déconstruire le peu de télémétrie qui a survécu, mais je vous préviens, rien de tout cela ne vous apportera de réconfort. Rien ne clarifiera comment ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous ne trouverez aucune architecture tactique, aucune logique de combat, juste des schémas que vous ne reconnaissez pas. « Et qu'avez-vous trouvé ?» demanda Valon. « Vous y étiez. » Rec baissa les yeux, puis les releva. « J'ai trouvé le silence, dit-il. Et j'ai trouvé une ligne qui, une fois franchie, ne permet plus de négocier. Sa voix resta posée. Il ne s'y a pas. Pas d'appel à la reddition, pas de revendication territoriale, pas de proposition de partenariat. Ils n'ont pas prévenu, ils n'ont pas expliqué. Ils ont atterri, ils ont attendu, et ils ont effacé la menace. Le silence suivit, un souffle de trop, puis 2. Le conseiller Day finit par trancher. « Alors, que suggérez-vous, commandant? Que nous les craignons ?» Rec inclina légèrement la tête. « Je vous suggère de ne pas les tester. » Valin baissa de nouveau la main. « Cette séance est enregistrée. »« Et complète, » dit-il. Il ne congédia personne. Il ne bougea pas. L'appareil de données resta sur le piédestal, intact. Rec se retourna lentement et remonta la pente, ses bottes silencieuses sur le sol poli. Personne ne lui adressa la parole. Aucune voix ne suivit. La lumière resta inchangée. La température ne changea pas. En atteignant l'arche de sortie, il jeta un coup d'œil en arrière. La chambre était toujours illuminée d'une lueur blanche parfaite, sans ombre, stérile, comme insensible à l'histoire qui venait d'y être racontée. Personne ne bougea pour accéder à l'appareil. Personne ne chercha les données. La porte se referma derrière lui dans un sifflement. 2 rotations après la fin de la session du Conseil, le système de Tolari 4 restait intact. Ni par décret, ni par loi, mais par instinct. À la limite de la limite orbitale du système, un drone de surveillance Velka planait en décrivant un large arc de cercle prudent, ses ailes réfléchissantes fléchissant, tandis qu'il transmettait des balayages haute fréquence par rafale. La machine avait été dépêchée par le syndicat scientifique Velka sous couverture diplomatique, opérant juste au-delà du rayon où, quelques jours auparavant, 71 navires pirates avaient disparu sans laisser de traces, ces journaux de bord emplis de silence.
aucune fluctuation gravimétrique, aucun pic radiologique, aucune pollution électromagnétique, rien. Aucun pic radiologique, aucune pollution électromagnétique, rien. Dans la salle d'observation du commandement de la flotte extérieure de l'ascendance Jurek, un écran tactique affichait une carte trisectorielle. Les systèmes clignotaient en jaune, bleu et vert. Talarik 4 clignotait en rouge. Fixe. Constant. Non pas parce qu'il était occupé, mais parce qu'il ne l'était pas. L'amiral de la flotte Kelvor se tenait devant l'écran, les mandibules serrées, 3 de ses 4 mains jointes dans le dos. Le duo supérieur s'agrippa à un panneau de données. Son second, un officier crenari à la peau pâle nommé Baelton, s'approcha lentement. « Amiral, les guildes marchandes demandent l'autorisation de reprendre la navigation près de Telerik 4. Les routes commerciales restent bloquées. » Vor ne le regarda pas. Ont-ils vu ce qui s'était passé? Ton marqua une pause. Que des fragments. La séance du conseil était close, les journaux non divulgués. Vor tapota une fois le panneau de données. Une étiquette confidentielle brillait en rouge en haut. En dessous, une seule ligne de titre. Telerik 4. Ne pas déployer de ressources humaines. Sauf si vous voulez que tout cela cesse. Le document n'était pas chiffré, mais personne ne l'ouvrit. Vor tendit le panneau à Ton. Annuler tous les convois traversant cette région. Raison officielle? Demanda-t-on. Les yeux de Vor restèrent fixés sur le point rouge. Attention. Au cours des 12 heures suivantes, 5 autres souverains dévièrent le trafic. Aucun ne déclara Telerik 4 zone interdite. Pas de sanctions, pas d'embargo, juste le silence. Une coalition militaire ferma une station-service à la frontière. Une flotte de patrouille modifia sa trajectoire d'entraînement pour éviter tout le secteur. Et pourtant, aucun vaisseau ne franchit le seuil. Aucune explication ne circula. Aucune discussion ne suivit. Dans les couloirs inférieurs du corps diplomatique atélien, un analyste junior nommé Vosteri signala le mémorandum en circulation à son directeur. Le directeur supprima le message sans le lire. L'objet suffisait. Sur une station relais spatiale exploitée par l'Assemblée stratégique de Galari, un marqueur de transmission triangulaire fut reçu avec le même mémo. Un des officiers le prit. Un autre secoua la tête. Ils ont classé le dossier comme non exploitable. Personne n'a jamais demandé pourquoi. À un demi-secteur de là, dans une station de commandement humaine non enregistrée en orbite autour de l'étoile Alra 17, les lumières étaient tamisées. L'intérieur de la station était conçu pour privilégier la fonctionnalité à l'esthétique. Console noir mat, planchers en acier gris, symbole d'état rouge foncé flottant dans les airs. Un léger bourdonnement mécanique était le seul bruit constant. Le capitaine Thomas Olsen était assis, adossé à un fauteuil de commandement à haut dossier, les yeux mi-clos, une botte appuyée contre la console. Il portait un uniforme d'opération dépouillé de ses insignes, le col ouvert, les manches retroussées jusqu'au coude. Le capitaine de corvette Alexander Wang se tenait à ses côtés, parcourant un fin flux de rapports holographiques projetés depuis la table centrale. 14 minutes, dit Wang. La chaîne de protocole autonome fonctionnait sans déviation. Les nœuds orbitaux, souterrains et atmosphériques étaient synchronisés avec une précision inférieure à la milliseconde. Olsen ne bougeait pas. Perte de télémétrie? 0, répondit Wang. Le réseau de capteurs enregistrait tous les décalages gravitationnels, les distorsions de champ et les signatures thermiques. Les drones n'ont signalé aucune exposition, aucune contamination, aucun écart par rapport à la logique de réponse attendue. Et la colonie, 71% de survie civile, a déclaré Wang. Les tunnels d'extraction ont tenu. Aucune structure n'a franchi le périmètre de la zone rouge. Aucune interaction humaine n'a été requise. Olsen a finalement ouvert un œil. Confirmé cette dernière partie. Wang n'a pas hésité. Aucune intervention humaine directe. Les opérateurs n'ont jamais rompu le sceau. Les gestionnaires d'IA ont exécuté toutes les escalades selon les arbres de commandement de niveau 4. Pas un seul vaisseau n'a nécessité de neutralisation rudimentaire. Olsen fixait le plafond. Wang ajouta « Signature de menace neutralisée. Il ne reste plus aucun débris. Les ressources ennemies ont été anéanties dans la marge prédictive. » Un silence régna. Olsen hocha la tête. « Transmission. Je viens d'envoyer le paquet à Fleet Central. Priorité standard. Marqué comme routine. » Olsen haussa un sourcil. « Routinier ?»
Wang acquiesça, classé sous résolution d'incident non tactique. Olsen rit une fois, sans humour. Le Conseil galactique va hurler à huis clos pendant une décennie, et nous classons cela en maintenance. Wang esquissa un sourire sec. C'était mieux comme ça. Olsen se frotta les tempes. Laisse-moi deviner. Pas encore de réponse du Conseil? Aucune attendue. Ils vont d'abord s'en rendre compte. Olsen se leva et étira les bras. Des anomalies repérées pendant le nettoyage, Wang vérifia le terminal. Une empreinte gravidique persista 7 secondes de plus que prévu. Mais c'était un écho interne. Pas de source externe. Olsen enfila une veste noire du dossier de la chaise. Bon, continue comme ça. Il se dirigea vers la console latérale, tapa une séquence et baissa encore plus les lumières de la pièce. Wang leva les yeux. Tu dis que c'est terminé. Les journaux sont propres, pas de suivi en attente. Il jeta un dernier coup d'œil à l'écran. Un point rouge marquait toujours le secteur Tolaric 4. Aucune alerte, aucun clignotement, juste un symbole. Wang coupa l'alimentation principale et se tourna vers la porte. Je vais chercher un café. Olsen le suivit. Fais-le fort. Je m'endors par ici. Ils entrèrent dans le couloir, passant sous une pancarte en acier sur laquelle était écrit « Nœud de commandement, vecteur silencieux, division de déploiement stratégique autonome humain, Abreu ». Alors que la porte se refermait derrière eux, les lumières de la salle des opérations s'éteignirent et Tolaric 4 resta là où il était, intact, non réclamé, compris, non réclamé. Salut humain de l'espace, je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ou dis-moi simplement bonjour, si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. Rendez-vous là-bas. Rédacteur Subtitrov A. Semkin Corrector A. Yegorova.